Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce lundi 14 mars. Urgence et angoisse, le Japon demande l'aide américaine désormais pour refroidir ses réacteurs nucléaires. L'accident de Fukushima se rapproche du niveau de gravité de Tchernobyl sans l'avoir atteint selon l'autorité française de sûreté nucléaire. L'écologiste Jean-Vincent Placé est avec nous. Les écologistes demandent un référendum sur le nucléaire. Le Japon, mais aussi la situation en Libye au centre de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G8 à Paris ce soir. Les forces du colonel Kadhafi inversent la tendance grâce à leur supériorité militaire et continuent leur progression dans l'ouest du pays. Visite éclair et très médiatique de Marine Le Pen à Lampedusa, l'île italienne où des milliers de candidats à l'immigration ont débarqué ces dernières semaines. La présidente du Front National demande qu'ils soient reconduits dans leur pays avant qu'ils ne débarquent. La réaction dans ce journal de la députée UMP Chantal Brunel, auteure de propos polémiques similaires il y a quelques jours, propos dont elle assume le fond encore aujourd'hui. Et puis notez également que Serge Dassault sera parmi nos invités ce soir pour commenter l'actualité et puis également faire part de ses propositions économiques à Nicolas Sarkozy. Le réacteur de la centrale de Fukushima est également le cœur de la frayeur nucléaire. Ce soir, plus que jamais, le danger monte à mesure que baisse le niveau d'eau chargé de refroidir les barres de combustible. L'angoisse est maximale dans un pays dévasté qui retrouve parfois par milliers, comme c'était le cas aujourd'hui, les morts du tsunami. Margot Aubrio. Une épaisse colonne de fumée blanche et dans le ciel japonais, des rejets radioactifs. L'image fait froid dans le dos. Elle est retransmise en direct par la télévision japonaise. Il est 11 h heure locale quand le réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Fukushima est touché par une explosion d'hydrogène. Le toit a été entièrement soufflé, mais l'enceinte de confinement où se trouve le réacteur aurait, elle, résisté. La menace nucléaire est bien présente, mais le gouvernement se veut rassurant. Il n'y aura pas de nouveau Tchernobyl. Pourtant, le pire reste peut-être à venir, car la série noire continue. Après l'explosion des réacteurs 1 et 3, les regards se tournent maintenant vers le réacteur numéro 2. Son système de refroidissement est à son tour tombé en panne et le liquide de refroidissement ne cesse de baisser anormalement. Une centaine de techniciens risquent leur vie pour éviter le pire, la fusion du réacteur atomique. Et le Japon demande aujourd'hui l'aide de l'Agence internationale de l'énergie atomique et des États-Unis. La population, elle, a été évacuée dans un rayon de 20 km autour de la centrale. Les personnes qui ont pu être exposées à des radiations sont traitées, décontaminées et mises en quarantaine. Parallèlement, les secours engagent une véritable course contre la montre. Au milieu de paysages apocalyptiques, ils cherchent des survivants sous les décombres. Mais c'est souvent des cadavres qu'ils retrouvent. Aujourd'hui, 2000 corps ont été découverts sur les côtes de la province de Miyagi. La police s'attend à plus de 10 000 morts. Et l'accident nucléaire japonais relance les inquiétudes partout dans le monde. L'Allemagne renonce provisoirement à prolonger la vie de ses centrales. La relance du nucléaire civil semble compromise. En France, les écologistes réclament donc un référendum sur le nucléaire. Flora Sauvage. 3 jours après l'accident de la centrale de Fukushima au Japon, le débat sur le nucléaire est relancé en France. Les écologistes espèrent en faire un thème de la campagne présidentielle de 2012 pour la gauche. Les écologistes demandent la possibilité de décider par référendum, notamment d'engager la sortie du nucléaire. D'autres pays, comme l'Italie ou l'Allemagne, l'ont déjà fait. Problème à gauche, les avis divergent. L'eurodéputé Daniel Cohn-Bendit et l'écologiste Nicolas Hulot militent pour l'inscription d'un référendum dans le programme commun de la gauche en 2012. La question embarrasse les socialistes et les communistes. Un référendum, encore faudrait-il savoir la question qu'on pose. Nous sommes plutôt favorables à un débat public national sur l'ensemble des choix énergétiques. Je ne suis pas sûr que ça puisse se résoudre à une question référendaire. Du côté du PS, on semble gêné aux entournures, coincé entre un électorat plutôt favorable à l'écologie et un certain réalisme économique. Nous ne sommes pas favorables aujourd'hui à un abandon du nucléaire. Nous disons qu'il faut qu'il y ait une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité, une sécurisation des sites, mais nous ne pourrons pas aujourd'hui nous engager vers une fin du nucléaire du jour au lendemain. Si pour les Verts et le parti de gauche, il faut une sortie progressive du nucléaire, pour les socialistes et les communistes, le nucléaire reste inévitable. Au MoDem, la prudence est de mise. Pour l'eurodéputé et ancien Vert Jean-Luc Benamias, le nucléaire est un colosse au pied d'argile.
Le Parti socialiste n'est donc pas favorable à un abandon du nucléaire, mais Martine Aubry demande un audit des centrales françaises, notamment des plus anciennes comme Fessenheim. L'accident japonais, le risque de grande catastrophe reconnu par Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie, va-t-il profiter à Europe Écologie Les Verts lors des cantonales de dimanche? Eh bien, nous poserons la question dans un instant à son secrétaire national adjoint, Jean-Vincent Placé. Renault présente ses excuses et promet réparation aux 3 cadres mis en cause dans la supposée affaire d'espionnage. Le PDG Carlos Ghosn les recevra prochainement. Le procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin, estime qu'il s'agit d'une possible escroquerie au renseignement et rien de plus. La situation est de plus en plus tendue en Côte d'Ivoire avec des tirs à l'arme lourde dans le fief de Laurent Gbagbo. Ses adversaires pro-Ouattara ont progressé dans l'ouest du pays. La France, ce soir, condamne les violences meurtrières des forces de Laurent Gbagbo contre des civils et demande à nouveau à ce dernier de se retirer. Spectaculaires images en provenance du Bahreïn où les manifestations contre le régime se poursuivent. Des troupes et du matériel militaire saoudien en provenance donc d'Arabie Saoudite essentiellement, mais pas seulement, sont arrivés dans ce petit royaume secoué par des troubles depuis quelques semaines. Les Émirats arabes annoncent à leur tour l'envoi de troupes dans le cadre du Conseil de coopération du Golfe. Les pays du Golfe doivent respecter les droits des habitants du Bahreïn, demandent les États-Unis qui appellent ce soir à la retenue. Nos 2 premiers invités, donc Chantal Brunel et Jean-Vincent Placé. Avec nous donc Chantal Brunel, bonsoir, députée UMP de Seine-et-Marne, tancée par tous, jusqu'au chef de l'État, dit-on, pour une bêtise prononcée il y a quelques jours. Vous allez pouvoir y revenir dans un instant. Avec nous également Jean-Vincent Placé, donc secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts. L'accident nucléaire japonais, d'abord, bien sûr. André-Claude Lacoste, le président de l'autorité française de sûreté nucléaire, voit Fukushima au-delà de 3 Mile Island, mais sans atteindre Tchernobyl. Est-ce qu'on peut néanmoins déjà parler de catastrophe ? Mais écoutez, il a déjà beaucoup de chances de le savoir à cette distance-là, parce qu'il dit d'ailleurs dans cette interview à laquelle vous faites référence qu'il n'a pas envoyé d'inspecteur sur place. Et aujourd'hui, il se fonde sur les informations en provenance des experts japonais. Voilà, aujourd'hui, il faut être tout simplement évidemment dans la compassion vis-à-vis des milliers de victimes. Moi, je pense évidemment aux familles japonaises, et puis je pense aussi à tous ceux qui sont sur place pour essayer de sauver la situation, et aussi la nécessité de l'aide internationale. Voilà les premiers éléments qu'on doit apporter. Sur la situation actuelle, elle évolue jour après jour. Et donc on voit bien qu'il y a une réalité, c'est que moi je ne suis pas un expert de la sécurité nucléaire, ni même du nucléaire. Mais j'ai l'impression quand même que nos experts, eux, ils n'y connaissent pas grand-chose. Parce que tous les lendemains, ils sont les propos, les faits désavouent les propos de la veille en réalité. Quand je vois ce qui se passe sur le réacteur 1, puis sur le 3, puis sur le 2 aujourd'hui. Il y a une grande différence entre 3 Mile Island et puis Tchernobyl. Parce que dans le premier cas, aux États-Unis, en Pennsylvanie, il n'y avait pas eu de victimes. Oui, parce que l'enceinte de confinement, je crois, avait tenu. Et là, le grand débat actuellement, c'est justement de savoir, et je l'espère d'ailleurs, parce que nous, ce que nous voulons, nous les écologistes, parce que nous avons été lanceurs d'alerte depuis une trentaine d'années pour dénoncer le risque du nucléaire et le fait qu'il fallait évidemment être dans les énergies renouvelables au maximum et développer cette source d'énergie et aussi de maîtriser l'énergie plutôt que de se lancer dans cette avancée incroyable sur le nucléaire. On est le seul pays, nous ici, où nous avons 80% de l'énergie nucléaire qui est utilisée pour l'électricité. Au Japon, c'est le troisième pays après les États-Unis et nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on voit là les grands embarras que cela procure. Parce que au-delà du risque sismique qu'il y avait sur place, il y a aussi le risque nucléaire qui ne peut pas, et je le répète, qui ne peut pas être un risque zéro, comme certains essaient de nous le dire. Personne ne le dit. Mais aujourd'hui, on a entendu les socialistes dire qu'ils étaient contre l'abandon du nucléaire. Et le socialiste Pierre Moscovici considère, lui, que la tragédie du Japon ne doit pas être transposée. Et la situation est très différente. Il y a eu des séismes à répétition, vous l'avez rappelé, et donc le tsunami. Le sujet du nucléaire va d'ailleurs au-delà de malheureusement de cette catastrophe. Parce qu'au final, on s'intéresse beaucoup à la question nucléaire au moment des catastrophes. Nous ne voulons pas profiter des catastrophes pour essayer de faire avancer cette idée. Parce que certains vous accusent, et notamment Nathalie Kosciusko-Morizet, d'indécence. Puis Chantal Brunel m'en voudra pas, mais enfin j'ai l'impression que certains leaders de l'UMP, qui sont des spécialistes de la récupération politique, la voient beaucoup chez les autres. Mais bon, voilà, je pense que sincèrement, quand on voit ce sujet, quand on voit les problèmes qu'il y a, quand on voit les conséquences pour la population japonaise, il faut quand même
faire preuve de sens de responsabilité. Vous réclamez un référendum, est-ce le bon moment? Non, mais le problème n'est pas le référendum. Le problème, c'est qu'est-ce que doit faire, d'une part, la communauté internationale, d'autre part, l'Europe. Moi, je vois que les Allemands et les Suisses, ils ont pris des bonnes décisions. Et je dis qu'en France, nous ne devons pas être dans l'aveuglement. J'ai l'impression que sur de nombreux sujets, on l'a vu sur la fiscalité, c'est peut-être moins dramatique, mais c'est sérieux aussi. On l'a vu sur les questions internationales. Ce gouvernement, il est dans l'aveuglement. Et sur la question du nucléaire, il est particulièrement encore. Quand j'entends M. Besson, qui après avoir fait l'identité nationale, maintenant fait Monsieur Nucléaire, c'est dans un drôle de rôle, mais enfin c'est comme ça. Madame Kosciusko-Morizet, et je le dis tranquillement parce que j'ai de l'estime pour elle, on ne peut pas être écologiste quand on est pro-nucléaire. Ce n'est pas possible. Ah bon. Alors Chantal Brunel, votre réaction? Faut-il un référendum sur le nucléaire et faut-il réviser notre position face à cette source d'énergie? D'abord, un drame humain dramatique. Un drame économique, parce qu'il y a des conséquences économiques. Quant à la menace nucléaire au Japon, je la connais mal, je ne sais que ce que j'ai dans la presse. Moi, je voudrais faire remarquer qu'en France, nous avons des centrales nucléaires particulièrement sûres, avec énormément de sécurité, ce qui fait d'ailleurs qu'on perd des marchés. Brunel, Fessenheim. On perd des marchés. Ça fait 40 ans que Fessenheim fonctionne. Il faut fermer Fessenheim. Attendez, Areva et EDF perdent des marchés à l'étranger parce que nous avons des centrales nucléaires extrêmement sûres et qu'on a du mal à les vendre. Qu'on est peut-être trop cher et qu'on perd des marchés alors. Ça. Je dis que je crois que le nucléaire en France a énormément de sécurité, voilà, et que les préoccupations sécuritaires sont des préoccupations premières dans notre gouvernement. Voilà, je crois qu'il faut le dire. Maintenant, ce qui se passe au Japon est dramatique. Sur la menace nucléaire, j'avoue que je ne suis pas très informé. On suit ça d'heure en heure. Hein. Jean-Vincent Placé, comment est-ce que vous allez signer un accord avec le Parti socialiste qui est hostile à l'abandon du nucléaire? Je comprends que vous posiez ce type de questions. Chacun fait son travail, mais très sincèrement, c'est pas une réponse à cette question. Non, mais c'est trop tôt. C'est pas ma préoccupation du moment. Ma préoccupation du moment, c'est que le gouvernement là déjà avant les socialistes. Donc on verra quel est le plus réactif des deux. Que effectivement le gouvernement prenne conscience du risque nucléaire. Il existe aujourd'hui sur Fessenheim. Dans un mois, le gouvernement doit prendre la décision de prolonger ou pas Fessenheim. Fessenheim, ça fait 40 ans que ça existe et ça devient vétuste et très ancien. Il faut fermer Fessenheim. Il y a aussi, et EDF le dit, c'est pour moi, c'est EDF. Il y a sur 19 réacteurs des anomalies de sécurité. Et il faut renforcer qu'on n'allait cette pas sécurité. Étudier tous ces sujets et le regarder. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous ne pouvez pas dire, Monsieur Placé, qu'il y a un aveuglement du gouvernement. Ça, c'est pas possible. Par ailleurs, sur ce principe de précaution, non, mais Madame Brunel, moi ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de dénaturer les propos. Parce que par ailleurs, Madame Kosciusko-Morizet a dit nous n'allons pas fermer du jour à l'autre le nucléaire. Mais c'est pas ce qu'on dit. Nous on dit sur 25 ans, une génération. Parce qu'on sait ces difficultés. On le remplace par Au fur et à mesure, on remplace. Et on le remplace par quoi par notamment le photovoltaïque. Vous savez, vous avez, Madame Brunel, voté au Parlement le fait qu'on mette plus de contraintes aujourd'hui pour le photovoltaïque. Et donc, comme d'habitude, la majorité gouvernementale parle d'environnement et n'en fait jamais. Eh bien, le photovoltaïque, les éoliennes, la géothermie, il y a plein de sujets. Les énergies naturelles, tout simplement. Jean-Vincent Placé, il y a le gaz de schiste très abondant en France, notamment dans les sous-sols de Seine-et-Marne. Madame Brunel, aux États-Unis, on l'exploite. Aux États-Unis, on l'exploite, Jean-Vincent Placé, apparemment sans polémique, et il coûte moins cher que le nucléaire. Est-ce que ça sera quand même un jour une solution d'avenir, ce gaz? Non. Moi, je ne connais pas particulièrement la situation américaine, mais je peux vous dire que, d'une part, en France, cela détruirait des sites remarquables qui sont tout à fait en Seine-et-Marne et également dans le Larzac, dans le sud-ouest, et tout à fait. Et puis, par ailleurs, et les études le démontrent, le coût de l'exploitation en France est totalement faramineux. D'accord. Donc, c'est votre position et vous êtes là rejoint par d'ailleurs, Mme Kosciusko-Morizet le dit, et je constate que Mme Brunel le dit, j'en profite et ça me réjouit. Et le Premier ministre, il y a quelques jours, a d'ailleurs prolongé le moratoire sur les forages qui avaient été plus ou moins autorisés ces derniers temps. Allez, on va parler maintenant de l'immigration provoquée par les révolutions arabes. Marine Le Pen était donc à Lampedusa, la petite île italienne, visite de quelques heures de la présidente du Front National qui a été accueillie par des manifestations antiracistes. On l'écoute. Je crois que tout ce qui contribue à inciter les clandestins à tenter le voyage m'apparaît criminel. Donc je pense qu'il faut que nous passions des accords bilatéraux ou trilatéraux avec l'Espagne, l'Italie et la France, que nos marines arraisonnent en quelque sorte les bateaux au plus près des côtes de départ pour les convoyer
dans les conditions les plus humaines possibles, bien sûr en les soignant, en leur accordant des soins et de la nourriture, vers leur côte de départ. Voilà. Il ne faut pas les laisser accoster, parce que si on les laisse accoster, eh bien, c'est une incitation à tous ceux qui vont tenter le voyage derrière eux. Voilà, Marine Le Pen, donc aujourd'hui à Lampedusa. Alors Chantal Brunel, en préconisant que les marines nationales reconduisent les immigrés avant qu'ils débarquent, est-ce que Marine Le Pen dit tout haut ce que vous avez déjà dit? Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Attendez, moi j'ai dit que la France ne pouvait pas accueillir l'immigration économique illégale. C'est-à-dire, il y a deux, pour que les Français comprennent, il y a deux sortes d'immigration. Il y a l'immigration humanitaire illégale que nous accueillons sur le sol français, et moi-même j'ai amplifié son domaine puisque je me suis battu pour l'ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences qui sont accueillies. Bon. L'immigration économique illégale, ce que je dis, c'est qu'il faut que l'Europe se groupe pour donner des moyens financiers à l'Italie, pour affréter d'autres moyens de communication pour les renvoyer dans leur pays. C'est bien ce que vous avez dit, vous maintenez. Non, je maintiens que la France n'a pas les moyens d'accueillir la population immigrée illégale pour des raisons économiques. En Seine-et-Marne, mettons à Marne-la-Vallée que je connais bien, nous avons des Français, des personnes en situation régulière et légale en France. À toutes ces personnes, nous n'avons pas de quoi leur donner un logement et nous n'avons pas de quoi leur donner un travail. Et moi, je dis que de favoriser et d'ouvrir largement l'immigration clandestine, illégale, économique, qu'est-ce que c'est? On engraisse les passeurs. Hein. Est-ce que vous croyez que c'est humain de faire venir en France des gens qui vont vivre dans une misère et dans une pauvreté extrême? Et je le dis avec courage, les Français ne sont pas prêts à baisser leurs prestations sociales et leur couverture sociale pour financer toute cette immigration. Humain de les renvoyer dans leurs embarcations? Non, absolument pas. Moi, j'avais dit il fallait qu'on donne des moyens financiers, que l'Europe donne des moyens financiers à l'Italie pour affréter des bateaux, pour les reconduire dans les pays d'origine. La Tunisie, à ma connaissance, en Tunisie... Vous introduisez un distinguo dans vos propos par rapport à ceux de Marine Le Pen. Bien sûr. Non, mais attendez, bien sûr, parce que moi je dis qu'il faut que l'Europe donne des moyens à l'Italie pour affréter des moyens... Vos propos de la semaine dernière, c'est un dérapage alors? Non, j'ai fait un raccourci dont je me suis excusé parce qu'il a choqué, mais je maintiens que nous ne pouvons pas accueillir cela. D'ailleurs, je ferai remarquer que l'émotion montre quand même que j'ai mis, enfin moi je suis quand même une femme de terrain, un doigt, j'ai souligné un point sensible, les Français sont inquiets pour leur emploi, pour leur sécurité, et qu'ils sont aussi inquiets sur toute une immigration clandestine illégale. Le Front National va-t-il gagner des électeurs en menant campagne à Lampedusa dimanche prochain? J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que nous ne devons pas laisser des mots uniquement au Front National. Il faut que nous aussi, on en parle. Et c'est une façon de ne pas faire monter le Front National. Et quand le Parti socialiste ne dit pas ce qui fait de l'immigration clandestine, économique, illégale, il fait monter le Front National. En cas de duel, Front National, Parti socialiste au second tour, que faites-vous, Chantal Brunel? D'abord, je fais tout pour que ça passe. On est au second tour. Qu'est-ce que vous faites? En aucun cas, j'appelle à voter Front National. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous votez socialiste? D'abord, je fais tout pour que... J'ai dit que je ferai tout. Non, mais on est au deuxième tour, là. Eh bien, deuxième tour, d'abord, je vais voir la décision de ma formation du bureau politique. Non, moi, je vais vous dire, je ferai tout dans ma circonscription pour que le cas ne se pose pas. Mais vous ne voterez pas Front National? Ah non, moi, je ne voterai pas Front National. Selon un sondage Louis Harris, Public Sénat, LCP, Assemblée nationale, Le Parisien, le Front National est à 15% dans l'ensemble des cantons renouvelables. C'est un sondage qui est publié à l'instant. 15%. La majorité est à 28%. Le Parti socialiste est à 32%. Les écologistes à 9% et le Front de gauche à 10%. On reviendra plus longuement dans le journal de 22h de Sonia Mabrouk sur ce sondage Louis Harris. Merci à tous les deux. Notre invité maintenant, Serge Dassault. Donc juste après le point ce soir sur la situation en Libye, où je vous le disais, donc les forces fidèles au colonel Kadhafi continuent leur progression. Julie Trassard. Mouammar Kadhafi rêve de reprendre Benghazi. Presque un mois après le début de la révolution, ses troupes célèbrent leur victoire dans les villes reprises aux insurgés. En moins d'une semaine, Zawiya, Raflanouf et Brega seraient de nouveau passés sous le contrôle du guide libyen. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Ajdabiya, ville située à quelques 80 km de Benghazi, la capitale rebelle, d'être bombardée. Les révolutionnaires ne s'avouent pas vaincus pour autant. Pour eux, ces victoires sont avant tout une mise en scène de la part du régime. Ça, c'est une propagande, une guerre médiatique. Et alors que les représentants du G8 sont réunis en ce moment à l'Elysée, les insurgés libyens attendent une aide claire de la part de la communauté internationale.
Tous les jours, il y a donc des bombardements sans arrêt. Donc on souhaite que cette réunion donnera une décision pour interdire l'espace aérien, pour donner l'occasion aux révolutionnaires d'avancer. Le problème est que la mise en place d'une telle zone d'exclusion aérienne équivaut à un acte de guerre. Aucun pays, même favorable à cette mesure, comme la France ou la Grande-Bretagne, ne peut intervenir sans un mandat de l'ONU. Quand on passe outre à l'intervention, ceci peut provoquer des problèmes politiques majeurs. Et tout le monde se souvient de la façon dont les États-Unis sont intervenus sans mandat des Nations Unies en Irak. Et personne, je pense, n'est prêt à faire la même chose. Il faudra donc attendre que la communauté internationale tombe d'accord, quitte à prendre peut-être une décision trop tardive. Avec nous donc Serge Dassault. Monsieur Dassault, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Face à la contre-offensive de Kadhafi, faut-il que les Occidentaux décident d'une action militaire en Libye selon vous? Je n'ai pas d'avis sur ce sujet-là. C'est une opération difficile qu'on peut regretter, mais elle est ce qu'elle est. Moi, je n'ai pas d'opinion. Ouais. Est-ce que la France a trouvé le ton juste selon vous pour demander le départ de Kadhafi? Je n'ai pas d'opinion à faire. Et chercher même le moyen de l'obtenir face aux hésitations de certains de nos partenaires européens. C'est pas mon problème. Vous voulez pas parler de la Libye, hein? Non. Bon, on voit quand même, encore une question, Serge Dassault, on voit que Kadhafi donc, est fort aujourd'hui de ses moyens militaires, vendus en partie par la France. Faut-il en rougir? Mais quand on vend des matériels, c'est pour que les clients s'en servent. Alors, on n'a pas après... la seule chose qu'on peut faire quand on n'est pas d'accord, c'est de leur supprimer les pièces de rechange et l'entretien. On n'a plus personne là-bas. Très bien. Vous, c'est une décision que vous avez prise? C'est une décision. Plus personne de l'association n'est actuellement en Libye. Très bien. Ça, c'est votre moyen de condamner le régime. Exactement. C'est ça, c'est votre façon d'agir. Bon, allez, suivez. Bon, vous voulez parler peut-être de la catastrophe japonaise? On va arriver aux problèmes économiques, Serge Dassault. Est-ce que vous êtes favorable à un référendum sur le nucléaire civil? Stupide. Vous savez, en France, je crois qu'il y a peu de chances qu'on ait à la fois un tremblement de terre et un tsunami là où sont nos centrales. Alors qu'on arrête ces histoires, les centrales nucléaires rendent un service formidable parce que ça nous empêche d'acheter du pétrole qu'on n'a pas, il coûte très cher, donc n'en parlons plus, tout va bien. Tout ne va pas très bien, mais pour vous, ça n'est pas une industrie condamnée? Pas du tout, c'est au contraire, c'est l'avenir. C'est l'avenir, toujours. Un mot sur Renault. On va parler des problèmes économiques. Mais oui, mais quand même, l'embarras d'un grand patron comme Carlos Ghosn vous fait réagir, j'imagine, Serge Dassault. Vous connaissez, vous, les problèmes d'intelligence économique, l'espionnage industriel. Voilà, ils ont cru que, bon, qu'est-ce qu'on y fasse? Moi, j'y peux rien, je ne vais pas en parler. Oui, mais quand même, c'est quand même une manifestation d'amateurisme qui doit vous surprendre. C'est comme ça, vous savez, il y a d'autres problèmes à résoudre. On avait essayé de travailler avec eux dans, justement, les voitures électriques il y a 4 ans, ils ont refusé. C'est dommage d'ailleurs, mais voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui. D'ailleurs, on peut dire que sans nucléaire, il n'y a aucun avenir pour la voiture électrique en France et ailleurs. Vous savez, il n'y a pas non plus d'avenir pour les avions s'il n'y a plus de pétrole. Oui. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses importantes et que le pétrole est important pour tout. Serge Dassault, Nicolas Sarkozy veut donc relancer l'idée de participation. Ah oui, ça c'est très important. Grande idée gaulliste et qui vous est chère. D'ailleurs, vous la mettez en œuvre chez Dassault? Ça fait plus de 25 ans que j'ai institué à Dassault Aviation les 3/3 que j'avais proposé à un président. Qui consiste chaque année à distribuer au personnel 1/3 des bénéfices après impôt, 1/3 pour les actionnaires, 1/3 pour la société. Et pourquoi est-ce que ce serait une meilleure solution que la hausse des salaires, par exemple, contre la baisse du pouvoir d'achat? Parce que vous savez, une entreprise, comme je dis, personnel, elle ne peut faire que ce qu'elle peut. Quand les choses vont bien, elle peut faire. Quand les choses vont mal, elle ne peut pas faire. Si on manque de salaire important, le jour où ça va mal, il y a des problèmes. Si on fait la participation et si on donne de l'argent lorsque les choses vont bien, parce que les actionnaires en reçoivent, il n'y a pas de problème. Et c'est normal. Et il faut, dans la nouvelle proposition, que les salariés, dans la réserve de participation, touchent exactement la même somme que les actionnaires, et c'est uniquement valable pour les salariés français, évidemment, ou travaillant en France. Donc les choses doivent être ceci. Les salariés doivent profiter des gains de productivité qu'ils ont réalisés eux-mêmes, et il faut je trouve normal qu'ils aient la même
sommes que les Mais actionnaires. ça, c'est bien peut-être pour les salariés des entreprises du CAC 40 qui font de gigantesques profits. Non, laissez le CAC 40 en paix parce que le CAC 40, ils ont beaucoup de filiales à l'étranger, c'est très compliqué. C'est valable pour les entreprises françaises jusqu'à 250 ou 300, à partir de 20. Lorsqu'il y a des bénéfices, on les partage. Quand il n'y a pas de bénéfices, on ne les partage pas. Alors Serge Dassault, vous avez aussi des idées pour faire baisser les charges qui pèsent sur les entreprises, pour renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Et pour vous, en fait, il y a deux types d'entreprises. Celles qui doivent payer plus la protection sociale et d'autres, peut-être les entreprises de main-d'œuvre qui doivent être épargnées. Attendez, il faut qu'on trouve une autre règle qu'actuellement. Il est anormal que les entreprises payent sur les salaires les charges de la sécurité sociale et l'assurance maladie et l'allocation familiale. Ça veut dire qu'on a en France les charges les plus élevées de toute l'Europe. Moi, ce que je propose, c'est que tout ce qui concerne l'assurance sociale, la maladie et les allocations familiales ne soit pas payé par les salaires et soit payé autrement sur une autre opération que j'appelle un coefficient d'activité qui doit associer le chiffre d'affaires à diminuer de la masse salariale. Cela permet ainsi de réduire les charges sur salaire de 60%. C'est considérable. Ça change tout en France. Ça change la compétitivité, ça change les charges de personnel, ça permet d'embaucher peut-être plus de personnel, ça permet de les augmenter plus facilement parce que ça coûte moins cher. Et qu'est-ce qui se passe après? L'entreprise paye ensuite, une fois qu'elle a vendu et qu'elle a fait un chiffre d'affaires quelconque, on enlève la masse salariale et on calcule par un coefficient ce qu'elle doit à la place de charges sur salaire. Le principe de supprimer les charges salariales veut dire que toutes les entreprises qui investissent à l'étranger ou qui achètent à l'étranger ou qui importent de l'étranger, elles ne peuvent pas diminuer la charge salariale puisqu'elle est faite à l'étranger, donc elles payent plus. Et les entreprises de main-d'œuvre qui payent beaucoup de personnel avec un chiffre d'affaires moyen, elles payent moins. Donc ça favorise l'emploi. Donc c'est très bien. Très bien. Donc c'est l'idée que vous allez essayer de faire progresser. Serge Dassault, 82% des Français ne font pas confiance aujourd'hui au gouvernement pour résoudre la crise. Est-ce que selon vous, Nicolas Sarkozy peut se remettre de ces si mauvais sondages? Écoutez, pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui? C'est pas à cause de Sarkozy, c'est à cause des socialistes qui depuis 40 ans ont institué en France des opérations que l'on n'a pas voulu encore supprimer et qui bloquent notre économie. Et Sarkozy n'y est pour rien. Le 35 heures, c'est un drame. Bon, on a essayé de le bricoler. Ça coûte trop cher et on ne travaille pas assez et on n'est pas compétitif. L'impôt fortune, c'est stupide. Ça fait partir les plus riches. Alors bravo. Est-ce que DSK, selon vous, qui s'impose dans les sondages, s'imposera jusqu'au bout? Comment est-ce que vous le voyez vous, il faut expliquer les choses à l'opinion publique. Qu'est-ce que le faire? L'opinion publique n'est pas au courant. Peut-être qu'on ne fait pas suffisamment d'informations sur les problèmes. Mais je trouve que depuis Mitterrand, toutes les opérations inventées par les socialistes... Vous voulez pas me parler de DSK? Comment? Vous voulez pas me parler de DSK? DSK, je le connais. Il a été ministre des Finances quand j'ai travaillé avec lui quand il était en finance. Votre opinion est plutôt favorable? Comme j'ai déjà dit, c'est peut-être le moins mauvais. Bon, le sondage Louis Harris, Public Sénat, LCP Assemblée nationale, Le Parisien sur les cantonales, je vous le redonne. Un sondage qui permet de calculer le rapport de force actuel dans l'ensemble des cantons renouvelables. Donc en tête le Parti Socialiste avec 32%. Les candidats de la majorité, 28%. Le Front National est à 15%. Le Front de Gauche à 10%. Les Verts Écologie à 9%. Et le Modem à 2%. Serge Dassault, dernière question. Entre un candidat du Front National et un candidat du Parti Socialiste au second tour, qu'est-ce que vous faites? Je laisse les électeurs faire ce qu'ils veulent. Bon, et vous? Moi, je serais plutôt pour... ce qu'on appelle une alliance républicaine, parce qu'il y a des gens de socialistes qui ont de bonnes idées. Il y a des gens de droite qui ont de mauvaises idées. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire une union nationale avec tous les gens qui sont compétents et qui pourraient peut-être résoudre tous les problèmes? Voilà, donc une union et un front républicain. Voilà. Vous le dites, Serge Dassault. Merci d'être venu ce soir nous voir. À 22h, donc Sonia Mabrouk. Tout de suite sur LCP Assemblée nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir à tous.
À la frontière du Pakistan, 8 Américains et 130 Afghans luttent contre des talibans invisibles. Ce documentaire est le récit de ce combat qui met les nerfs des jeunes soldats à rude épreuve. Il faut garder un œil sur chaque soldat qui montre des signes de dépression. Moi et mes hommes, on veille sur ce genre de choses. Ultime avant-poste, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.